Dans la soirée du 17 mars 2008, la paisible ville d'Arboga, en Suède, est devenue le théâtre d'un crime atroce qui allait bouleverser le pays tout entier. Emma Jangestig se trouvait chez elle, engagée dans une conversation en ligne avec sa sœur, Ida, pendant que ses deux enfants, Max, âgé de 3 ans, et Saga, qui n'avait qu'1 an et demi, jouaient à proximité. Durant leur échange, les deux sœurs discutaient de la routine quotidienne des enfants lorsque, soudainement, Emma cessa de répondre aux messages. Ida trouva ce silence abrupt étrange, car ce n'était pas dans les habitudes de sa sœur. Pendant qu'Ida essayait de comprendre ce qui se passait, Torgny Elber, le compagnon d'Emma, rentrait à la maison après une longue journée de travail. En ouvrant la porte, il s'attendait à être accueilli par les enfants, comme d'habitude, mais leur absence l'inquiéta. Au fur et à mesure que Torgny progressait dans la maison, il commença à percevoir que quelque chose n'allait pas. En tournant au coin du couloir, il fut saisi d'une terreur indescriptible en découvrant Emma et ses enfants grièvement blessés. Dans un état de panique totale, Torgny contacta immédiatement les services d'urgence. Incapable d'expliquer clairement la situation, il ne pouvait que crier et pleurer, décrivant une scène qui semblait impossible à comprendre. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et découvrirent un spectacle dévastateur. Emma gisait inconsciente, près de la porte d'entrée, et ses deux enfants, qui respiraient encore mais présentaient des blessures mortelles, se trouvaient à proximité. La mère d'Emma, Roland Jangestig, arriva peu après, assistant au transport d'urgence de sa fille vers l'hôpital dans un état critique. Les investigations débutèrent sans délai, la police s'efforçant de comprendre qui aurait pu commettre un acte aussi horrible. Dans un premier temps, les efforts se concentrèrent sur l'entourage proche de la famille, notamment l'ex-mari d'Emma, Niklas Jangestig, et même Torgny. Cependant, l'attention se porta rapidement sur Christine Schure, l'ancienne petite amie de Torgny. Motivée par la jalousie et l'obsession, Christine avait déjà manifesté des comportements préoccupants par le passé. Les preuves croissantes suggéraient qu'elle avait méticuleusement planifié l'attaque, transformant sa renseignement personnelle en l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire suédoise. Christine Schure, née le 30 juin 1976 à Hanovre, en Allemagne, s'est fait connaître après sa condamnation pour double homicide en Suède en 2008. Son parcours antérieur au crime révélait déjà un schéma d'instabilité documenté par les autorités allemandes et suédoises. Les dossiers scolaires montrent que Schure avait achevé sa formation de base en Allemagne avec d'excellents résultats académiques. Durant sa jeunesse, elle élargit ses horizons grâce à un programme d'échange aux États-Unis, où elle étudia en Oklahoma et résida temporairement à Manhattan. De retour en Allemagne, elle se consacra pendant 6 années à des études d'histoire dans un établissement d'enseignement supérieur. Malgré une formation académique solide, les documents officiels indiquent que Schure n'a jamais conservé d'emploi stable sur une longue période. Son parcours professionnel révèle des séjours dans divers pays européens, principalement dans des auberges de jeunesse. Les registres d'immigration confirment de multiples entrées et sorties dans différents pays du continent, témoignant d'une instabilité géographique manifeste. Cette instabilité se reflétait également dans sa santé mentale. Avant 2008, Schure avait été hospitalisée à 3 reprises pour des tentatives de suicide. L'une d'entre elles avait abouti à un séjour de 3 semaines dans un établissement psychiatrique en Allemagne. Les rapports médicaux de l'époque signalaient une instabilité émotionnelle, sans toutefois établir de diagnostic définitif pour des troubles spécifiques. L'historique d'instabilité trouve ses racines dans sa jeunesse. Les archives familiales révèlent que ses parents se sont séparés alors qu'elle avait 11 ans. Après la séparation, les documents indiquent des contacts minimaux avec son père. Les rapports de police ultérieurs ont révélé qu'elle menait une existence solitaire et éprouvait des difficultés considérables à maintenir des relations interpersonnelles stables. En août 2006, Christine Schure, alors âgée de 31 ans, travaillait dans une auberge de jeunesse sur l'île grecque de Crète. Avec un historique de voyages internationaux, incluant son séjour d'échange aux États-Unis et ses passages dans divers pays européens, elle maintenait son schéma d'emploi temporaire dans différents lieux. Torgny Elber, un Suédois de 26 ans résidant à Arboga, arriva à l'auberge pour une semaine de vacances. Leur première rencontre eut lieu pendant le petit déjeuner le lendemain de son arrivée. Tous deux découvrirent des intérêts communs pour l'histoire, la musique et les voyages, ce qui rapprocha le couple durant le séjour de Torgny. Après leur période en Crète, ils maintinrent le contact par courrier électronique. En novembre de la même année, Christine se rendit à Arboga pour rendre visite à Torgny. Ils passèrent une semaine ensemble et planifièrent une excursion de ski pour le Nouvel An. Cependant, durant cette visite, Torgny réalisa que la réalité quotidienne était bien différente de l'idylle vécue en Crète. Les différences devinrent évidentes,
Christine menait une vie itinérante, tandis que Torgny recherchait la stabilité et souhaitait s'établir. À l'époque de leur rencontre en Crète, selon les témoignages ultérieurs de Torgny à la police, Christine se présentait comme une personne calme et intelligente, sans manifester les signes du comportement obsessionnel qu'elle développerait dans les années suivantes. Cette rencontre en Crète, qui semblait n'être qu'une simple romance de vacances, allait devenir le début d'une série d'événements qui culminerait en l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire récente de la Suède. La relation entre Christine Schyre et Torgny Elber évolua au-delà de leur rencontre en Crète lorsque, en novembre 2006, Christine se rendit à Arboga, en Suède, pour une visite d'une semaine. L'expérience du quotidien s'avéra toutefois très différente de la romance vécue en Grèce, mettant en évidence des incompatibilités significatives entre les deux. En janvier 2007, Torgny décida de mettre fin à la relation par message texte, lui communiquant que tout était terminé et qu'il ne souhaitait plus la revoir. La réaction de Christine fut immédiate et disproportionnée. Elle commença à bombarder Torgny d'appels téléphoniques et de lettres, le tenant responsable de ses problèmes. En mars 2007, Christine retourna en Suède et fit sa première tentative de suicide, que Torgny interpréta comme une manœuvre pour attirer son attention. Poussé par la compassion, il l'hébergea temporairement, facilitant même son retour en Allemagne. Le lendemain, Torgny la conduisit à l'aéroport de Stockholm-Arlanda pour des adieux qu'il espérait définitifs. Des amis allemands de Christine avaient accepté de venir la chercher à l'aéroport de Hanovre. Cependant, elle ne se présenta pas au point de rendez-vous, suscitant l'inquiétude. Ce n'est qu'après cette tentative de suicide que Christine retourna en Allemagne, où elle resta hospitalisée dans un établissement psychiatrique pendant 3 semaines. Déterminée à rester proche, Christine déménagea à Stockholm durant l'été 2007, louant une chambre en colocation avec une Suédoise. Durant cette période, elle fit sa 3e tentative de suicide. En janvier 2008, elle élabora une nouvelle stratégie pour maintenir le contact avec Torgny, lui envoyant une lettre dans laquelle elle prétendait avoir donné naissance à son enfant. Dans cette correspondance, Christine affirmait que l'enfant était né en septembre 2006 et avait été confié à l'adoption en raison de son état mental précaire. Elle alléguait révéler cette information car l'enfant pourrait souffrir d'une maladie héréditaire du sang. Torgny, qui entretenait déjà une relation avec Emma Jangestig, partagea la lettre avec sa nouvelle compagne. Ce fut Emma qui soupçonna la première que l'histoire de l'enfant pourrait être une invention. Lorsqu'on interrogea Christine sur l'hôpital où le bébé serait né, elle ne répondit que par un courriel d'un prétendu père adoptif, qui s'avéra plus tard être fictif. La trajectoire obsessionnelle de Christine Schyre commença à se manifester de manière systématique après son installation à Stockholm. En colocation avec une Suédoise, elle loua une chambre dans la ville, établissant une base qui lui permettrait de surveiller constamment la vie de son ex-compagnon. Les enquêteurs découvrirent que, depuis cette adresse, Christine avait initié un inquiétant schéma de comportement de harcèlement. Les preuves numériques se révélèrent particulièrement alarmantes. Christine avait consulté le blog personnel de Torgny Elber 230 fois, un nombre qui démontrait une surveillance quasi quotidienne de ses activités. À travers ce blog, elle ne suivait pas seulement les publications de Torgny sur sa vie quotidienne, mais commença également à collecter des informations sur sa nouvelle famille. L'ordinateur de Christine, saisi ultérieurement par la police, révéla un historique troublant de recherches sur Internet. Elle avait créé des dossiers organisés contenant des photographies téléchargées de la famille, y compris des images de leur domicile. Les recherches ne se limitaient pas à une simple curiosité, Christine avait méthodiquement cherché des informations sur les techniques criminelles, incluant des méthodes d'effacement des traces sur les scènes de crime, de nettoyage des taches de sang et de moyens d'éliminer les empreintes. L'obsession se manifestait également dans le monde physique. Dans son appartement, la police découvrit des carnets remplis de notes méticuleuses. Des pages entières étaient consacrées à l'adresse de la maison d'Emma et Torgny à Arboga, avec des détails sur l'emplacement exact et les possibles voies d'accès. Ces notes personnelles de cette période révélaient une fixation croissante sur la relation perdue, mêlant déclarations d'amour persistants et signes de ressentiment. L'enquête prouva que Christine avait effectué au moins 3 voyages de reconnaissance à Arboga dans la semaine précédant le crime. Les registres de la gare ferroviaire documentèrent sa présence les 12 et 14 mars. À chacune de ces occasions, elle acheta des billets en espèces, dans une apparente tentative de compliquer son traçage. Les caméras de surveillance de la gare enregistrèrent une personne vêtue de noir, ultérieurement identifiée comme Christine, aux horaires correspondant aux achats des billets. Un élément crucial découvert durant les investigations fut la disparition d'un marteau de la boîte à outils de l'appartement où Christine résidait. Sa colocataire, dans sa déposition à la police,
confirma avoir remarqué l'absence de l'outil en mars, avant les événements fatidiques. Ce détail prit une importance significative considérant les recherches de Christine sur le nettoyage des traces criminelles. Les enquêteurs découvrirent que Christine avait développé un système élaboré de surveillance. Au-delà du suivi en ligne, elle commença à effectuer des repérages physiques du quartier. Des témoins rapportèrent avoir vu une personne correspondant à sa description observer la maison à différentes heures. Un voisin en particulier confirma avoir aperçu quelqu'un vêtu de noir, correspondant à la description de Christine, près du garage de la résidence à 19h10 le soir du crime. La profondeur de l'obsession devint encore plus évidente dans les recherches effectuées sur son ordinateur. Christine avait minutieusement recherché des informations sur la vie d'Emma Jean-Gestig, cherchant des détails personnels, des routines et des informations sur les enfants. Elle avait créé des tableaux avec les horaires et les déplacements de la famille, démontrant un niveau de planification méticuleux. Les témoignages du voisinage fournirent des récits cohérents concernant une figure suspecte dans les jours précédant le crime. Plusieurs résidents décrivirent avoir vu une femme aux caractéristiques similaires à celles de Christine rôder dans le quartier, toujours vêtue de vêtements sombres et semblant observer les mouvements de la maison. Un rapport de police compila au moins 5 observations différentes de cette personne suspecte dans la semaine précédant la tragédie. L'enquête révéla également que Christine avait établi des points d'observation stratégiques dans le quartier. Elle fut aperçue à différents endroits offrant une vue dégagée sur la résidence de ses futures victimes. Les relevés de son téléphone portable confirmèrent sa présence dans le secteur à des horaires irréguliers, suggérant un schéma de surveillance constante. Pendant que Christine Schure développait son système élaboré de surveillance à Stockholm, ses cibles maintenaient une routine domestique à Arboga, complètement ignorante de la menace qui se préparait. La famille qu'elle surveillait obsessionnellement à travers blogs et recherches avait une histoire qui commençait bien avant d'entrer dans sa ligne de mire. Emma Jean-Gestig, née le 16 février 1985 à Stockholm, s'était mariée à 19 ans avec Nicolas, son petit ami du lycée. Leur premier enfant, Max, arriva rapidement, suivi de Saga 1 an et demi plus tard. La petite était née avec une condition particulière nécessitant des soins extraordinaires, devant être alimentée par sonde en raison de son incapacité à ingérer des aliments solides. Le mariage précoce ne résista pas aux pressions. Les difficultés de gérer une famille jeune, conjuguées aux soins spéciaux que nécessitait Saga, conduisirent à la séparation. La période initiale fut tumultueuse, Emma allant jusqu'à déposer une plainte auprès de la police contre Nicolas. Ce fut durant cette période d'adaptation à la vie de mère célibataire qu'Emma fit la connaissance de Torgny Elbert à travers des conversations en ligne. La relation se développa naturellement, et Torgny manifesta rapidement non seulement de l'intérêt pour Emma, mais aussi une profonde affection pour Max et Saga. Sa présence apporta un nouvel équilibre à la famille, particulièrement dans l'assistance aux soins spéciaux dont Saga avait besoin. Avec le temps, la relation entre Emma et Nicolas évolua également vers un accord mature de visite bimensuelle, permettant aux enfants de maintenir un contact régulier avec leur père biologique. Torgny soutint cet arrangement, comprenant l'importance du lien entre les enfants et leurs géniteurs. En janvier 2008, Emma, Torgny et les enfants emménagèrent dans une nouvelle maison à Arboga, choisie spécifiquement pour répondre aux besoins de la famille. Max, âgé de 3 ans, manifestait une personnalité vibrante, tandis que Saga, malgré ses limitations, progressait positivement sous les soins attentifs de tous. Emma développa une routine méticuleuse pour gérer les soins des enfants, particulièrement les besoins médicaux de Saga. Elle trouva du soutien sur les réseaux sociaux, maintenant un contact fréquent avec sa sœur Ida via la messagerie instantanée. Torgny, même pendant son travail, gardait un contact constant par message, démontrant une préoccupation sincère pour le bien-être de tous. La famille s'intégra bien dans la communauté d'Arboga, créant un réseau de soutien local. Les enfants étaient connus dans le voisinage, et les voisins, conscients des besoins spéciaux de Saga, offraient leur aide quand nécessaire. La stabilité professionnelle de Torgny et la contribution régulière de Nicolas aidaient à maintenir l'équilibre financier nécessaire aux soins médicaux continus. Ce qui semblait être une histoire de réussite et d'adaptation était, à leur insu, sous surveillance constante. Chaque aspect de cette vie soigneusement construite était observé par Christine Schure, qui connaissait depuis les horaires des repas jusqu'aux routines de sommeil des enfants. Le lundi 17 mars 2008 commença comme une journée apparemment normale à Arboga. Torgny Elbert partit au travail, tandis qu'Emma restait à la maison avec Max, âgé de 3 ans, et Saga, d'1 an et demi. Dans la matinée, Emma emmena les enfants faire des courses et, à leur retour, prépara le déjeuner pour la famille. L'après-midi, les enfants s'installèrent dans le salon pour regarder des dessins animés à la télévision. Emma,
suivant sa routine habituelle, s'assit devant l'ordinateur pour converser en ligne avec sa sœur Ida. L'horloge indiquait 19h07 lorsqu'Emma envoya son dernier message. Les enregistrements de communication documentent qu'Emma disparut brusquement de la conversation en ligne, un comportement inhabituel de sa part. Sa sœur Ida remarqua cette absence soudaine, mais n'y soupçonna initialement rien de grave, connaissant les exigences de la routine avec de jeunes enfants. À 19h17, Torgny arriva à la maison plus tôt que prévu, il avait indiqué qu'il rentrerait vers 19h30. En s'approchant de la résidence, il remarqua quelque chose d'inhabituel, la porte d'entrée était déverrouillée. En entrant, il découvrit une scène qui allait changer sa vie à jamais. Le corridor était dans un chaos total. Des vêtements étaient éparpillés partout, et une chaise était renversée. Au milieu du désordre, Torgny aperçut 3 corps au sol. Emma gisait près de l'entrée, avec des blessures graves à la tête. Ses cheveux étaient noircis par le sang qui s'écoulait de multiples lésions crâniennes. Un peu plus loin se trouvaient Max et Saga, également avec de graves blessures à la tête. En état de choc, à 19h20, Torgny passa un appel désespéré au service d'urgence. L'opératrice qui répondit rapporta avoir entendu un homme criant de désespoir et, en arrière-plan, un faible gémissement féminin. L'appel fut décrit comme « confus et désespéré », Torgny parvenant à peine à expliquer ce qu'il avait découvert. Les secours arrivèrent rapidement sur les lieux. Le premier secouriste à entrer dans la maison décrivit avoir trouvé un adulte étendu à gauche de la porte d'entrée et, plus loin, 2 enfants. Le petit garçon respirait encore lors de sa prise en charge, tout comme la petite fille, mais tous deux étaient dans un état extrêmement critique. L'analyse initiale de la scène indiquait que l'attaque s'était déroulée dans un intervalle très court, entre 13 et 10 minutes, compte tenu de l'heure du dernier message d'Emma, 19h07, et de l'arrivée de Torgny, 19h17. L'agresseur avait utilisé un objet contondant, ultérieurement identifié comme un marteau, assénant des coups d'une extrême violence. Emma présentait 14 impacts dans la région crânienne, avec des lésions profondes et étendues. Les enfants avaient également été attaqués avec une brutalité similaire, principalement ciblée sur la région de la tête. La violence des coups et le nombre d'impacts indiquaient une attaque chargée d'émotion et de fureur. Les victimes furent transportées dans des ambulances séparées, les enfants vers un hôpital et Emma vers un autre. Durant le trajet vers l'hôpital, à travers la radio du véhicule qui transportait Torgny et la mère d'Emma, qui étaient arrivés sur les lieux, ils reçurent la nouvelle dévastatrice, Max et Saga n'avaient pas survécu à leurs blessures. Emma, dans un état critique, fut immédiatement conduite en chirurgie et placée dans un coma artificiel en raison de la gravité de ses blessures. Les médecins n'étaient pas certains qu'elle survivrait au traumatisme subi. Elle présentait d'importantes hémorragies internes résultant des multiples coups à la tête. La scène du crime révélait la brutalité de l'attaque. Des éclaboussures de sang étaient visibles sur plusieurs parties du corridor, et le motif des taches indiquait que la violence avait été extrême. La police découvrit des preuves que l'agresseur avait d'abord attaqué Emma, lorsqu'elle ouvrit la porte, puis s'était retourné contre les enfants, qui avaient probablement été témoins du début de l'agression. L'heure du crime, choisie proche du retour habituel de Torgny du travail, suggérait une planification méticuleuse. L'agresseur connaissait apparemment la routine de la famille et avait choisi un moment où Emma serait seule avec les enfants, mais proche de l'heure où le crime serait découvert. La brutalité de l'attaque, particulièrement envers des enfants si jeunes, choqua profondément la communauté d'Arboga, une ville de seulement 14 000 habitants où les crimes violents étaient rares. L'affaire resterait dans les mémoires comme l'une des plus brutales de l'histoire criminelle suédoise, non seulement pour sa violence mais surtout pour le choix de victimes si vulnérables et innocentes. L'enquête sur l'affaire qui ébranla Arboga débuta immédiatement après la découverte de la scène de crime par Torgny Helber, qui avait trouvé Emma Jangestig grièvement blessée et ses enfants, Max et Saga, avec des blessures mortelles. La police fut mobilisée et commença le travail scientifique sur place, collectant des preuves telles que des traces de sang, des empreintes et d'autres indices laissés par l'agresseur. La scène présentait des signes de brutalité extrême, indiquant l'utilisation d'un marteau comme arme du crime, bien que celui-ci ne fût pas présent sur les lieux. Les autorités enquêtèrent initialement sur les proches des victimes, suivant le protocole habituel dans les cas de violence domestique. Torgny, le compagnon d'Emma, fut interrogé en raison de ses liens avec la famille et pour avoir été le premier à découvrir les victimes. Cependant, son alibi, l'absence de preuves contre lui et son état de choc furent déterminants pour l'écarter des suspects. Ensuite, l'ex-mari d'Emma, Niklas Jangestig, fut également interrogé. Malgré l'historique de leur séparation, Niklas disposait d'un alibi solide et, après 24 heures d'interrogatoire, fut libéré, l'éliminant des suspects.
L'enquête prit un nouveau tournant avec le témoignage d'une amie d'Emma, qui mentionna le comportement étrange de Christine Schuret, l'ex-compagne de Torgny. Les enquêteurs commencèrent à examiner le passé de Christine et découvrirent qu'elle avait effectué des recherches en ligne sur les crimes, les scènes de meurtre et les méthodes de nettoyage des preuves. De plus, les relevés de géolocalisation du téléphone portable de Christine montraient qu'elle se trouvait à Arboga le soir du crime. Cette preuve fut corroborée par des billets de train achetés en espèces, coïncidant avec son voyage jusqu'à la ville. Les caméras de surveillance captèrent des images de Christine à la gare ferroviaire d'Arboga le jour du crime. Les témoignages de résidents locaux confirmèrent également la présence d'une femme correspondant aux caractéristiques de Christine près du domicile des victimes. Lors d'une perquisition dans son appartement, la police découvrit des photos de la famille d'Emma et Torgny, ainsi que l'adresse de leur résidence, démontrant une planification minutieuse. Un autre point crucial fut la disparition d'un marteau d'une boîte à outils dans le logement où résidait Christine. Cet objet fut identifié comme l'arme probable du crime. Les empreintes trouvées sur la scène étaient également compatibles avec les chaussures associées à Christine, renforçant le lien entre elle et les événements survenus. Les enquêteurs travaillèrent à reconstituer les pas de Christine avant, pendant et après le crime. Ils établirent qu'elle s'était rendue à Arboga avec l'objectif manifeste de confronter Emma, motivée par la jalousie et l'obsession. L'ensemble des preuves numériques, physiques et testimoniales désigna clairement Christine Schuret comme la principale suspecte, conduisant à la formalisation des accusations contre elle. La complexe investigation rassembla une vaste quantité de preuves contre Christine Schuret, aboutissant à la formalisation des accusations. Avec des preuves médico-légales, des témoignages et des registres qui situaient Christine à Arboga au moment du crime, les autorités suédoises étaient prêtes à agir. Christine Schuret fut localisée et arrêtée quelques jours après le crime, le 22 mars 2008, alors qu'elle se trouvait en Allemagne. Après avoir été identifiée comme la principale suspecte sur la base d'une combinaison de preuves médico-légales, de témoignages et de registres de voyage, Christine tenta de rester hors de portée des autorités suédoises, mais sa photo fut diffusée par les médias, la poussant à se rendre. Elle se présenta dans un commissariat de Hanovre, où elle fut interrogée, et après collaboration entre les polices suédoises et allemandes, son extradition fut autorisée pour répondre de l'affaire en Suède. Le procès débuta en août 2008 dans un tribunal suédois, attirant une attention médiatique considérable en raison de la brutalité du crime et de la nature préméditée de l'attaque. Durant la procédure, Christine maintint une attitude froide et distante, refusant de coopérer pleinement avec les autorités. Elle nia toutes les accusations, malgré les preuves accablantes contre elle, et tenta de créer des alibis qui furent rapidement démentis par l'accusation. Parmi les preuves présentées au tribunal figuraient les registres de déplacement de Christine, qui confirmaient sa présence à Arboga le jour du crime, les images des caméras de surveillance qui la montraient à la gare ferroviaire, et les recherches sur son ordinateur liées aux méthodes d'assassinat et à la vie d'Emma Jangestig. De plus, des échantillons d'ADN et des empreintes trouvées sur la scène de crime lui furent associés, fournissant des preuves médico-légales cruciales. Le témoignage d'Emma, qui avait survécu à l'attaque et s'était remise du coma, fut un moment décisif du procès. Bien que sa mémoire fût initialement fragmentée, Emma parvint à identifier Christine comme son agresseur, ce qui renforça l'accusation. Les procureurs soutinrent que Christine avait agi poussée par l'obsession et la jalousie, planifiant l'attaque comme une forme de vengeance contre Torgny Helber et sa nouvelle famille. Christine manifesta un comportement troublant durant le procès, riant à des moments inappropriés et restant apparemment indifférente aux descriptions des crimes. Elle allégua également, sans fondement, que les preuves avaient été manipulées et tenta d'accuser des tiers de ces actes. Néanmoins, le tribunal considéra les preuves irréfutables. En octobre 2008, Christine Schuret fut condamnée à la réclusion à perpétuité pour le meurtre des enfants Max et Saga, et pour la tentative de meurtre d'Emma. En plus de la sentence, le tribunal souligna la froideur et l'absence de remords de l'accusé comme éléments aggravants. La décision fut largement soutenue par l'opinion publique, qui suivait l'affaire avec indignation. Si ce contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre commentaire. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager des histoires comme celle-ci. Profitez également pour activer la cloche des notifications et rester informé de nos prochaines vidéos. À la prochaine affaire!